Batek, ladies and gentlemen, bienvenue dans l'Underground System, l'émission la plus underground du continent. Au microphone, c'est l'homme qu'on appelle Natural pour vous servir. Aujourd'hui, l'Underground System vous parle d'environnement, également de Ken Saro-Wiwa. Mais avant, on regarde ça. Message. La surexploitation des ressources naturelles entraîne des catastrophes hardes et bien réelles, bien au pluriel en commençant par l'environnement. Le changement climatique, son déroulement. Comment pouvons-nous vivre tranquillement? Le développement occidental a échoué. Tous en danger, la nature ne fait que sombrer, c'est l'hécatombe. L'être humain creuse sa tombe. Observons leur usine à déchets, de transformation des ressources des régions. Il y a même des espèces en voie de disparition dans nos forêts abattues régulièrement. Man, une vision capitaliste, faire profit, rien à foutre de la vie. La terre prend un coup le jour comme la nuit, elle se dégrade, s'entue les rayons X, plus de 45 degrés Celsius. Listen. Listen. Yo. Déforestation, modification, construction des industries polluantes. Regarde en Asie, look aux États-Unis. Je l'ai déjà dit, l'important c'est le profit dans chaque produit, quel que soit le prix. Plus de production, contourner la concurrence. Ils zappent sur la nature, aux générations futures. Tout est bitumé, y a un mal à respirer. Il fait tellement chaud que nos têtes veulent exploser. Juste pour un moment, on se sent tous concernés. Y'a plus de poissons dans nos mers, dans nos rivières, dans nos fleuves. Mani, demande aux Chinois, tout le temps c'est comme ça, ils nous pillent à chaque fois. Bref, pour la planète il faut qu'on lutte, sinon c'est la chute, je t'assure que c'est la chute. La couche d'ozone ne pourra plus résister. Listen. Listen.
Bonjour Nadine Ochobogo, bienvenue dans l'Underground System. Merci, bonjour Natural. Oui, ma première question qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est de savoir, à travers vos diverses organisations pour l'environnement, est-ce que vous avez l'impression autour de vous que le message passe vraiment? Est-ce que les gens ont vraiment conscience de ce qui se passe en ce qui concerne la destruction de l'environnement? Oui, c'est un oui timide évidemment, mais les gens sont beaucoup plus conscients qu'on ne le pense. C'est comme si c'était une conscience en éveil, elle est en train de germer. On va prendre cette métaphore. Mon association Festival de Masuku, on milite pour l'environnement et le cinéma. Et oui, les gens sont conscients. C'est vrai qu'on ne le montre pas assez, mais les gens sont vraiment conscients. Il y a un éveil de cette conscience-là. On voit autour de nous, évidemment, on voit autour de nous les choses qui changent déjà. Et puis, il y a aussi un discours politique. Il y a des politiciens qui mettent en place une espèce de calendrier pour que les gens prennent conscience de ça. Il y a les politiciens qui rentrent dans la danse, les artistes. Mais il y a des gens aussi lambda, des personnes lambda, des initiatives personnelles qui sont là. Il y a des gens qui, devant leur porte, balaient. Il y a des associations au-delà de la mienne aussi qui tous les samedis vont nettoyer des plages. Il y a des initiatives au Burkina Faso, au Sénégal, des jeunes qui ont pris en charge cette politique-là. Donc il y a des belles initiatives. Mon message à moi, oui. Au Gabon, oui. Parce qu'il y a des jeunes qui s'intéressent à l'environnement, on les sensibilise avec des films de 3 minutes. Et je suis super heureuse quand je vois en fait les synopsis de ces jeunes-là. C'est-à-dire que je pars sur une idée globale en me disant est-ce que ça va impacter ces jeunes-là? Est-ce qu'ils vont recevoir le message? Est-ce que à la limite, moi, je baisse les bras et c'est un jeune qui m'appelle en disant Madame Nadine, voilà, j'ai mon film, j'ai mon synopsis, je le mets où? Je vous le montre quand? Et ça me donne la pêche de reprendre en me disant oui, il y a de l'espoir, oui, il y a une plante qui est en train de pousser, il y a une graine qui est en train de sortir. Et évidemment, on n'aura pas les fruits de ça, mais au moins, c'est en train de mijoter et de végéter. Non, végéter, c'est l'autre sens, de grandir. Voilà. Et vous trouvez que c'est suffisant en ce qui concerne la protection globale de l'environnement, vos actions? Ce n'est jamais suffisant. Sérieusement, ce n'est jamais suffisant. Il faut que tout le monde prenne conscience que ce qu'on a, ça peut disparaître. La phrase clé, c'est « il n'y a pas de planète B ». On n'a qu'une seule planète. Donc ce n'est jamais suffisant. Il faudrait que les artistes, les politiciens, au-delà de leur politique de gouvernance, qui prennent conscience que cette planète, que ce poumon qu'on a dans le bassin du Congo peut disparaître. Donc nous, on a fait ce qu'on avait à faire, mais on doit ne pas relâcher. Il faut continuer à éveiller des consciences au plus jeune âge, de se dire qu'un papier plastique, est-ce que je ne peux pas le remplacer par un papier, un papier ou une feuille? Avant, les gens utilisaient beaucoup les feuilles de bananier pour faire des paquets. Et je me dis, ce serait pas mal de donner aux femmes qui vendent des gâteaux ce genre de papier qui est biodégradable, plutôt que des sacs plastiques. Elles sont tellement contentes de leurs sacs jaunes, bleus, machin, que si on partait acheter des gâteaux avec une assiette, voilà, on ramène l'assiette, après on lave l'assiette, on range, on va chez le boucher avec notre panier, déjà ce sont des actes. Donc cette prise de conscience, elle est individuelle. Mais quand on a ça, on ne change plus. Quand on se rend compte qu'il y a une bouteille par terre en plastique et qu'elle peut être avalée par je ne sais pas trop qui, on peut la ramasser, mettre dans la poubelle. Ça, c'est aussi un acte politique. Donc, il faut cette conscience qu'elle s'éveille, mais en nous, individuellement. On ne peut pas faire des grands messages en disant protéger la nature et l'environnement et que dès qu'on rentre, boum, on ferme notre porte, on met la clim à 200% et on se dit bon, c'est pour les autres. L'eau coule chez moi et c'est bon. Non, on doit prendre conscience. Et moi, Nadine, je peux le dire, mais vous, Natural, vous devez aussi le scander, quoi. Bien sûr. Et qu'est-ce que vous suggérez aux hommes qui veulent se développer en exploitant la nature? Il faut qu'il y ait un développement, évidemment. Il faut qu'il y ait un développement. Il faut qu'on se sorte de la nature, mais pas la détruire. C'est-à-dire que les gens, nous, on a du bois. Donc les gens qui utilisent le bois peuvent construire avec le bois. Mais c'est bien si on se dit, j'ai utilisé 3 arbres. Mais construire avec le bois, c'est la destruction quand même de la nature, parce qu'on détruit, on coupe les arbres pour avoir ce bois. Il faut replanter, c'est ça qu'on oublie de faire. C'est-à-dire qu'on va arracher, mais on ne replante pas. On se dit, bon, moi je mange les tarots, ok, mais je prends tous les tarots, je vais tout déraciner. Mais ce qui est intéressant, c'est de replanter pour les autres qui vont venir. Ça va prendre du temps à pousser, mais ils auront faim dans 2 jours, 3 jours, 1 mois. Donc c'est juste ça, ce cycle-là, respecter le cycle de la vie. De se dire, je prends,
je remplace, le donner et le recevoir. Je pense que ce n'est que comme ça qu'on peut avancer et protéger notre société et notre monde, quoi. Ouais, pendant ce temps, est-ce que le monde n'est pas impacté, le temps de couper les arbres, le temps que ça repousse? Parce que ce n'est pas un véritable problème pour la nature même, en fait. Parce que je crois que tout évolue en symbiose. Exactement. Oui, en fait, il faudrait plutôt savoir s'il faut aller chez les chassants. On va dire ça comme ça là. Ceux qui savent, ceux qui connaissent, ceux qui savent que cette plante, en fait, elle soignait la varicelle, elle soignait la rougeole. Et que si on coupe l'arbre protégeait en fait cette plante-là. Donc il faut réécouter, il faut se réécouter nos vieux ou nos jeunes, peu importe, mais réécouter la nature. C'est vrai que quand on coupe un arbre, il y a un écosystème qui part. Mais quand on replante un autre, en sachant qu'en dessous, là, la graine là, qui pouvait nourrir les abeilles et tout, elle va être là, c'est tant mieux. Donc cette prise de conscience-là, si on coupe, et qu'on ne replante pas, il y a des équilibres. On ne va pas tout couper aussi, mais il faut aussi se développer. Il faut couper un peu et replanter. Les arbres qu'on coupe, ils ont pris 100 ans, 50 ans, c'est vrai, à grandir. Ce qu'on va repousser, on se dit aussi que dans 50 ans, ils vont servir aussi. D'accord. Maintenant, ma dernière question, mon avant-dernière question, c'est est-ce que l'homme se libère-t-il en transformant la nature? L'homme se libère-t-il en transformant la nature? Bon, moi, je pourrais dire que on ne réinvente rien. On ne peut pas réinventer la roue. C'est un cycle. C'est-à-dire que le lion va attaquer la gazelle. On ne va pas dire au lion ne va pas attaquer la gazelle parce que la gazelle, elle est gentille et tout ça là. Lui doit se nourrir. Donc, on ne se transforme pas. Mais je pense qu'on se libère un petit peu. Parce que, encore une fois, enfin, d'après les évangiles, nous sommes poussière. Donc, nous, on redevient poussière. On doit juste prendre conscience qu'on a ce cycle-là. Ce qu'on va transformer va nous transformer. Donc, nous grandir certainement ou bien nous diminuer. Donc, chaque acte qu'on va poser va nous ressourcer, va nous impacter, va nous transformer. Donc, avec nous, transformer la nature. Chaque sac plastique qu'on va jeter va nous impacter. Parce que le poisson va manger ce sac plastique. Nous, on va pêcher ce poisson, on va manger ce poisson, on va être malade. Ça, c'est vraiment le cercle. Donc, plus on va faire des actes bons, on va dire ça comme ça, plus nous, on sera aussi bons. Donc, on se transforme en transformant la nature. Ou bien, elle nous transforme aussi. Donc, voilà, simplement ça. Donc, ma dernière question, c'est quel mode de développement voulez-vous pour l'Afrique? Bien en respectant la nature, en fait. Est-ce que vous pouvez suggérer un mode de développement pour l'Afrique? Alors, ce qui se passe, c'est que les autres nations se sont développées. Nous aussi, évidemment. Donc oui, il ne faut pas calquer ce qui vient d'ailleurs, parce qu'ailleurs s'inspire de nous, encore une fois, berceau de l'humanité. Donc nous, on doit prendre conscience de nos acquis, les préserver, ou bien les transmettre simplement à nos enfants. On doit évidemment se développer, une ville doit se développer, on doit évidemment avoir une industrie, mais on doit prendre conscience qu'il faut en garder un peu pour nos enfants. C'est-à-dire qu'il ne faut pas racler tous les océans, parce qu'on peut pêcher. On peut pêcher, évidemment, parce qu'il faut se nourrir. Mais quand on racle les océans, on tue le monde océanique. On tue ce qu'on nous a laissé, on tue nos dieux sous-marins, on va dire ça comme ça. Donc le mot serait le mot-clé d'être à l'écoute de notre terre. C'est-à-dire que ce serait intéressant que chaque personne mette l'oreille contre la terre et se dise qu'est-ce que j'entends, qu'est-ce que j'écoute. Donc oui, il faut se développer. Heureusement, on ne va pas rester à l'âge où encore on nous prend comme les parents de Tarzan avec la sarbacane. On doit se développer évidemment parce que les autres en face de nous se développent. Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'eux, ils nous calquent en fait. Ils nous calquent. Donc nous, on doit être conscient de nos acquis, notre terre et la préserver. On peut couper les arbres. Nos parents coupaient les arbres. Mais ils savaient que si je coupe cet arbre-là, il protège cet arbre-là, l'autre protège cette plante-là. Donc, je préfère peut-être prendre la plante, la planter ailleurs, et après couper l'arbre, et puis m'abriter. Donc, ce que je conseille à mon très humble niveau, c'est que nous devons nous écouter la terre et nous écouter, s'écouter. Écouter les politiciens écouter le peuple écouter la terre, et puis après, voilà, encore le cercle de la vie, quoi, être là-dedans, quoi. On ne peut pas empêcher le lion d'aller attaquer la gazelle. Mais la gazelle, elle doit être plus rusée, simplement. Nous ne pouvons pas empêcher le lion d'aller attaquer la gazelle. C'est sur ces mots qu'on va mettre terme à notre interview. Et merci Nadine Otiobougou d'être passée sur Underground System parce que le monde de l'Underground en a besoin. Merci Natural, merci. Merci. We are going to demand our rights peacefully
non-violently, and we shall win. He cursed the earth for spouting oil, black gold they called it, and he cursed the gods for not drying the oil wells. What did it matter that millions of barrels of oil were mined and exported daily, so long as this poor woman wept those tears of despair? What could he look into later? Could he make alternate land available? And would the lawmakers revise the laws just to bring a bit more happiness to these unhappy wretches whom the search for oil had reduced to an animal existence? They ought to send the oil royalties to the men whose farms and land were despoiled and ruined, but the lawyers were in the pay of the oil companies, and the government people in the pay of the lawyers and the companies. So how could he look into it later? He should have told the woman to despair, to die, not to live in death. I accuse the ethnic majority who run Nigeria of practicing genocide against the Ogoni people. I accuse the oil companies which prospect for oil in Ogoni of encouraging genocide against the Ogoni people. I accuse Shell and Chevron of practicing racism against the Ogoni people because they do in Ogoni what they do not do in other parts of the world where they prospect for oil. The devastation of the Ogoni countryside, the complete destruction of the Ogoni ecosystem, the dehumanization of the Ogoni people, the denial to them of education and other health facilities and other social amenities, all these together have led the Ogoni down the way of extinction. I accuse the Nigerian government and the international, multinational companies which prospect for oil in Ogoni of genocide. I appeal to the international community, to the British government, the American government, the Japanese government, the countries of the European community who buy oil from Nigeria to come now to the aid of the Ogoni people and stop this genocide. Bonjour, Monsieur Robert Dandé. Bonjour Natural. Bienvenue dans l'Underground System. Merci, le plaisir est partagé. D'accord, la première question qui me vient à l'esprit comme ça, c'est l'homme se libère-t-il en transformant la nature? Je crois que c'est ce qu'il a toujours fait. Pour se nourrir, il est obligé d'exploiter la nature pour construire des routes, pour construire des villes. Il est obligé de, on ne va pas dire sacrifier la nature, mais il est obligé de viabiliser son espace. Mais est-ce qu'aujourd'hui, surexploiter la nature comme ça pour mettre un développement au point, est-ce que cela n'a pas un impact négatif sur la vie de manière générale? Dans tous les cas, on est obligé pour se développer, on est obligé de sacrifier un peu la nature. Maintenant, il faut le faire en tenant compte d'un certain nombre de normes écologiques. C'est vrai qu'il y a plusieurs années, les choses se sont faites sans tenir compte de la nature, sans tenir compte de l'environnement, et on a vu les dégâts, on a vu les catastrophes. Aujourd'hui, on a presque plus de saison. L'agriculture pour planifier, parce qu'un agriculteur aujourd'hui, il a besoin d'organiser son travail. Aujourd'hui, avec les saisons qui arrivent à contre-temps, on ne sait plus très bien comment s'organiser, donc ça crée, ça a un impact négatif. Ça a appelé un certain nombre de consciences et ça suggère aujourd'hui de tenir compte de la nature pour faire tout ce qu'on a à faire. Et aujourd'hui en Afrique, nous avons besoin de nous développer. Nous avons besoin des gratte-ciel comme les autres un peu. Nous avons besoin de vivre le temps moderne. Voilà, je vous donne un exemple, la pêche. On s'est rendu compte dans plein de pays que pour faire la pêche, les gens mettent des produits, déversent des produits toxiques qui tuent carrément tous les poissons. Même avec les filets, ils ont des filets dont les mailles sont trop petites. Donc même les tout petits poissons n'arrivent plus, même les tout petits poissons rentrent dans leurs mailles et ça tue plusieurs espèces. Donc il faut tenir compte de tout ça aujourd'hui pour assurer une pérennité aux différents écosystèmes. Mais aujourd'hui, on se plaint un peu
comportement de l'Afrique face à la mondialisation, parce qu'on n'a rien à proposer en termes de produits industrialisés sur le marché global. Et pour proposer ce produit industrialisé, ça nous demande de transformer sur place. Est-ce que si on amène des usines ici en Afrique, on amène des industries en Afrique, est-ce que ça ne va pas impacter négativement tout l'environnement naturel de notre continent? Alors, on a l'avantage en Afrique de pouvoir profiter de l'expérience des pays industrialisés. Les pays industrialisés ont fait, je vais me répéter, l'expérience d'une industrie qui a tué l'environnement, qui a eu un impact négatif sur l'environnement. Donc aujourd'hui, avant d'accepter de nouvelles industries, déjà il faut aller étape par étape. On a notre secteur primaire qui est plus ou moins développé, mais c'est ce qui fait le fort des différents pays africains. On a un secteur secondaire, donc l'industrie, l'industrialisation, qui appelle la formation, qui appelle aussi une vigilance par rapport aux expériences désastreuses vécues par les pays industrialisés, les États-Unis et bien d'autres. Et donc aujourd'hui, pour accepter un certain nombre d'industries, il faut que nos dirigeants fassent attention à ces normes-là, afin de préserver les écosystèmes en Afrique. L'Afrique qui reste le continent le plus vierge sur le plan environnemental aujourd'hui. D'accord. Au début des années 90, nous avons vu l'apparition d'un jeune militant qui militait justement pour sa petite ville, Ogoni, qui se trouve au Nigeria. Donc je fais allusion à Ken Saro-Wiwa, qui a été pogné en 1995. Aujourd'hui, quel est l'héritage de Ken Saro-Wiwa? Je crois que Ken Saro-Wiwa, il faut le rappeler, c'était un militant écologiste nigérian qui s'est rendu compte que sa région, donc Ogoni, était victime de l'exploration pétrolière avec aucune incidence au niveau des populations. Les populations restaient toujours pauvres, démunies, il n'y avait pas d'école ou très peu, il n'y avait pas d'infrastructures sanitaires ou très peu, etc. Et il s'est insurgé contre cet état de choses, sans compter que ces industries-là avaient un impact négatif sur l'environnement. Donc il s'est levé, il a décrié ce genre de choses, bon, ce qui lui a peut-être valu le sort qu'il a connu. Mais il faut pouvoir aujourd'hui assumer ses convictions. Il faut pouvoir défendre cet héritage qu'il a laissé, à savoir préserver notre écosystème, parce que c'est tout ce qui nous reste, qu'on le veuille ou pas. Quel est le mode de développement aujourd'hui que vous suggérez à l'Afrique? Est-ce qu'on doit forcément calquer les Occidentaux, ou bien on peut avoir un développement propre à nous-mêmes? On ne peut pas nous calquer à des réalités qui ne sont pas les nôtres. Mais dans le même temps, on ne peut pas non plus réinventer la roue. Donc je crois qu'il faut faire un mix de différentes réalités et puis surtout tenir compte du développement durable. D'accord. Et est-ce qu'aujourd'hui vous avez l'impression que le message passe? Est-ce que c'est assez ancré dans les consciences des jeunes Africains aujourd'hui que nous sommes le deuxième poumon du monde et vraiment nous devons préserver cette nature? Est-ce que vous avez l'impression que c'est les jeunes, les responsables, nos dirigeants ont vraiment conscience de ce facteur? De plus en plus, cette conscience devient effective. Au niveau de la jeunesse, on se rend compte dans plusieurs pays, dont le Bénin par exemple, qu'il y a un certain nombre d'initiatives, des jeunes qui se regroupent en association pour sensibiliser leur environnement sur la préservation de la nature, qui vont au niveau des plages mener des campagnes de salubrité, les dirigeants eux-mêmes qui sont de plus en plus sur le front de la défense du militantisme pour un environnement de plus en plus assaini. Donc je crois que les choses sont en train de prendre. D'accord, bon maintenant ma dernière question est celle-ci. On observe depuis un bon nombre d'années beaucoup de conférences, beaucoup de rassemblements au thème de l'environnement. Donc je parle de COP21, COP22, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, au sorti de ces rencontres, est-ce qu'aujourd'hui on a un retour concret sur le terrain? Est-ce qu'on observe qu'il y a des actes qui ont été proposés, qui ont été appliqués sur le terrain? Et si oui, lesquels? Je ne pense pas être la personne la mieux apte à répondre à ce genre de questions,
Mais une chose est sûre, c'est que ce genre de rencontre, même si toutes les résolutions issues de ce genre de rencontres ne sont pas appliquées, il y a quand même une prise de conscience. À force de se retrouver, à force de reparler des mêmes choses tout le temps, ça commence, il n'y a pas d'autre choix que ça puisse prendre à un moment ou à un autre. Maintenant, quant aux résolutions, quant à l'application, quant à la concrétisation des différents engagements pris, je ne pense pas être la bonne personne. Monsieur Robert, on parle, c'est vrai, pendant ce temps, c'est l'hécatombe, on est d'accord. Donc on a besoin des agissements. Oui, mais voilà. Il faut aussi noter que il n'est pas possible d'avoir un changement radical. C'est des choses qui se font tout doucement, tout doucement. Vous construisez une maison et il se fait qu'il y a de l'amiante. Vous faites comment? Vous vous donnez le temps d'acheter un autre terrain, de reconstruire tout doucement, mais vous ne rasez pas parce que l'amiante a été constatée sur votre terrain pour aller dormir dans la rue non plus. Donc, je crois qu'il y a un certain nombre quand même d'étapes pour que les choses puissent, nous, ce qui est presque sûr, nous, nos générations ne vont pas bénéficier de cette prise de conscience-là. Mais la prière et l'objectif, c'est que les générations à venir tirent une leçon des désastres de nous, notre époque, et ne tombent pas dans les mêmes travers. Pour votre message pour les industries et les industries d'ailleurs qui veulent venir ici en Afrique pour développer, pour transformer les matières premières d'Afrique, quel est votre message? Mais notre message, c'est qu'ils ne viennent pas nous, je vais utiliser un terme péjoratif, qu'ils ne viennent pas nous fourguer des usines qui ne correspondent pas aux normes environnementales, aux normes écologiques, et qu'ils nous intègrent dans les nouvelles dispositions écologiques qui tiennent compte de la préservation de la nature. D'accord. Merci Monsieur Robert Adandé. Merci Natural. Au nom de Grand System, ça fut un plaisir. Le plaisir est partagé, comme on le disait en début d'émission. D'accord, merci.